recontextualiser nos échanges, peut-être deux grandes idées. La première, c'est, puisque nous nous rencontrons une fois par an aux rencontres de l'officine, mesurer à quel niveau nous sommes, vous êtes, dans la transformation servicielle de votre activité, comment le métier glisse peu à peu vers la distribution et la rémunération des services. Quel est le rôle du pharmacien en 2020 et comment on prévoit, puisqu'il y a un jeune homme autour de la table, comment on prévoit de faire évoluer cette profession. Et puis la question qui vous préoccupe vraisemblablement de la distribution des médicaments sur Internet. En 2014, un jeune ministre des Finances souhaitait déjà pouvoir décloisonner le marché, vendre des médicaments sur Internet. Il se trouve qu'il a changé de domicile depuis 2014. Il a fait quelques kilomètres en descendant la Seine. Et puis il s'est retrouvé sur la même rive, mais au Palais de l'Élysée. Il est aujourd'hui président de la République. Et de façon assez opportune, il y a quelques semaines, dans le cadre d'un projet de loi sur la simplification qui avait des contours un peu flous, on retrouve à l'article 34 une disposition qui permettait de distribuer des médicaments sur Internet, et la profession a considéré de façon assez unanime que l'ouverture de la concurrence sur la distribution de médicaments allait servir les grandes plateformes et affaiblir le réseau des 22 000 pharmaciens qui se trouvent en France, qui maillent le territoire. Alors on se plaint des déserts médicaux, on nous dit qu'il manque des médecins, qu'il manque des maisons de santé. On a encore 22 000 pharmaciens qui sont la dernière vigie. Le poste avancé dans le domaine de la santé publique dans les territoires, ce n'est pas le moment de prendre des dispositions qui iraient contrarier ou qui iraient affaiblir ce dernier maillon. Je vous propose peut-être, puisque vous avez les uns et les autres, en particulier les deux présidents de syndicats, Philippe Besset, on dit la fédération. Quand on parle Philippe Besset, on dit la fédération syndicale des pharmaciens de France, Gilles Bonnefond, l'USPO, l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Vous avez l'un et l'autre des indications précises à nous donner. Le feuilleton d'actualité est en cours et ce matin, transmission d'un document, lequel, pour véritablement comprendre où nous en sommes. Alors, merci Pascal. Hier, nous avions une réunion au ministère avec le conseiller santé d'Olivier Véran pour voir si nous pouvions trouver un accord pour une rédaction qu'on pourrait qualifier d'équilibrée au Sénat, après le travail fait par les sénateurs et le travail que l'on fait en négociation avec le gouvernement et avec les deux ministères. Donc là, le choix qui a été fait unanime de la profession, c'est de trouver un accord au Sénat. Et dans cet accord, pas de plateforme, pas de locaux déportés et pas d'exclusion de l'activité e-commerce ou parapharmacie pour fixer le nombre de pharmaciens adjoints. Donc en fait, les trois points qu'on avait appelés lignes rouges qui correspondaient à une stratégie, c'est-à-dire en gros ce que l'on fait avec l'assurance maladie, c'est de positionner le pharmacien comme un professionnel de santé en première intention, en priorité, et pas un commerce. Et donc de nous renvoyer dans le e-commerce était un signal extrêmement négatif pour tout le travail que nous sommes en train de faire avec l'assurance maladie et avec cette stratégie de proximité et de prise en charge. Donc l'objectif, on verra, l'amendement nous est présenté ce matin. Il va être soumis au débat au Sénat, déposé lundi avant midi, débattu mardi soir. Et on espère que l'on aura un accord définitif pour ne pas relancer dans 3 semaines, 4 semaines, refaire ce débat au niveau de l'Assemblée. Je crois qu'il vaut mieux trouver un bon accord que de laisser ce dossier pourrir comme il a pourri aujourd'hui. En gros, le débat c'est clair, c'est le médicament, ce n'est pas un bien de consommation classique. On met les médicaments derrière le comptoir, on ne peut pas les retrouver sur l'e-commerce. Deuxièmement, on défend la pharmacie de proximité. Pourquoi développer le e-commerce alors qu'on n'a pas besoin de ce modèle économique pour avoir accès aux médicaments en France? Avec de surcroît une politique de différenciation fiscale qui pose un vrai problème, qui est plus d'ailleurs un problème de souveraineté de l'État, à mon sens, que un problème strictement professionnel. J'ajoute d'ailleurs qu'il faut observer ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur du digital. Il y a bien sûr Amazon. La puissance d'Amazon est inquiétante.
La puissance de Google l'est également, peut-être même un peu plus. Je dirais que Google se cache derrière Amazon, mais Google a investi 10 milliards d'euros sur ses programmes de santé l'an dernier. C'est probablement pour être capable demain tout à la fois de diagnostiquer à distance et de maîtriser le circuit commercial des politiques de soins pour l'orienter vers ses propres services au détriment des services des États-nations. C'est donc presque le combat des grandes puissances du XXIe siècle qui sont digitales contre les puissances du XXe siècle, les États-nations, les territoires. Philippe, j'en reviens à ce que disait Gilles. Est-ce qu'on peut dire que le danger est passé? On va dire que le combat est permanent. Le combat est permanent pour amener une certaine voix des pharmaciens, une certaine voix de la pharmacie qui se veut professionnelle de santé. Donc oui, le gouvernement a compris les arguments de la profession. Oui, on a été entendu. Oui, donc la confiance est restaurée, on va dire ça comme ça, la confiance est restaurée, et sur cette confiance, on peut bâtir, et sur cette confiance, on peut avancer. Donc on avance dans la voie qui est celle dont nous allons parler tout de suite, qui est la voie des actes, qui est la voie du service de santé, du premier recours, bien entendu, mais on ne va pas oublier ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'ère du digital. On a compris que le message du Premier ministre était clair, le message du Président de la République était clair. Il faut que nous emparions de la digitalisation pour le bien des patients et en respectant la proximité. On a plusieurs enjeux et du coup on va en parler avec l'assurance maladie aussi. On a deux enjeux beaucoup plus forts que la vente en ligne. On va s'occuper de la vente en ligne. Mais deux enjeux beaucoup plus forts que la vente en ligne, la prescription électronique médicale, la PEM, la e-prescription, donc, et le dossier médical personnel partagé. Oui. Je l'appelle comme ça, parce qu'il y a deux P en fait. Hein. Il est à la fois personnel et partagé maintenant. Donc il y a ces deux enjeux-là, qui sont des enjeux IT, et qui sont des enjeux où le pharmacien de proximité, le pharmacien de terrain, doit être le coach des patients, le coach des Français, dans cet univers de digitalisation qu'il nous faut prendre à notre façon, de telle manière à ce que nous gardions la proximité, nous gardions les chances et les atouts qu'a la pharmacie française dans les territoires et qu'a la France, et que il faut apprivoiser Internet, le domestiquer, de telle façon à ce qu'ils nous servent et pas à ce qu'ils nous détruisent. Philippe, vous n'êtes pas hostile à vendre des médicaments sur Internet. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein. La vente de médicaments sur Internet est dans la loi. C'est quelque chose qui est légal, qui n'est pas remis en cause. Ce que nous voulons, c'est qu'on vende les médicaments sur Internet aux patients que nous connaissons de nos officines. Exactement le modèle de la télémédecine de l'avenant 6 médecin. C'est-à-dire qu'en fait, oui, à Internet, oui à la machine Internet, mais en gardant le lien de proximité et le lien avec le professionnel de santé. C'est ça l'idée. Deux mots peut-être, Gilles, de l'accueil que vous avez reçu au Sénat. Alors, on a souvent, les uns et les autres, l'occasion de manifester notre mécontentement à l'égard des institutions, mais il y en a une qui défend les territoires, c'est d'ailleurs sa vocation, c'est le Sénat. Le Sénat, je vous rappelle que c'est le produit des territoires. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Ils représentent les terroirs et ils ont été peut-être les plus sensibles aux arguments que vous avanciez les uns et les autres pour dire que le pharmacien, c'est la vigie, c'est le poste avancé dans des territoires où il n'existe plus grand-chose. On parlera tout à l'heure des CPTS, des maisons de santé, etc. Mais le pharmacien, enfin, il y en a 22 000 et il y en a partout en France. Quand on est maire d'une commune, qu'on a été élu par les maires de plusieurs communes et qu'on a les difficultés que l'on connaît sur les territoires, à la fois pour les services publics, à la fois pour la santé, d'entendre que sur un projet de loi, on voudrait privilégier le e-commerce et mettre en péril les pharmacies de proximité qui ont déjà des difficultés parce que le médecin est parti, parce que la population est un petit peu moins nombreuse, etc., ils ont compris de suite. Mais ils n'ont pas compris que ça. Ils ont compris aussi que le médicament, c'était d'abord la sécurité. Ils ont été extrêmement sensibles à dire le médicament mal utilisé, c'est une catastrophe. Le médicament bien utilisé, c'est efficace. Donc de pousser au commerce du médicament, pour eux, ils ont trouvé que c'était incohérent à 15 jours près
de mettre le paracétamol derrière le comptoir et derrière de dire on va faire du e-commerce. Oui, Internet, ça peut être dans certains cas tous médecins, puisque chacun pense avoir une expertise. Il suffit de lire des documents sur Internet, puis on a l'impression d'être savant, mais en effet, ce n'est pas un produit de grande consommation. Bien sûr. Et après, il faut faire un choix. C'est pour ça que je suis un petit peu en désaccord avec ce qu'a dit Philippe Bessé, en parlant le e-commerce, c'est bien pour les médicaments. Non. Il faut faire un choix. Si on considère que les médicaments, c'est un parcours de soins, eh bien ce parcours de soins, il doit s'organiser autour d'un patient, d'une inscription dans le dossier pharmaceutique et dans le DMP, avec un accueil personnalisé de ce patient. Alors certains disent on peut le faire par e-commerce, très bien, mais ça c'est de la théorie. Moi je préfère que l'on dise aujourd'hui, quand on rentre dans une pharmacie, c'est un parcours de soins. C'est un choix entre rentrer par le service des urgences de l'hôpital, par le médecin, où il va falloir qu'on désorganise son plan de rendez-vous de la journée, et rentrer à la pharmacie, où je vais avoir un professionnel de santé qui va pouvoir regarder mon historique, qui va pouvoir me conseiller et me donner juste la quantité de médicaments dont j'ai besoin et les médicaments dont j'ai besoin. Donc ça, c'est un vrai parcours de soins. Et ça ne s'organise pas avec du e-commerce. Bon, voilà, vous avez peut-être des appréciations différentes, mais retenez que les syndicats vous défendent. L'Ordre des pharmaciens aussi s'est manifesté en disant, d'ailleurs en substance, que ce projet était plutôt inique et s'est plaint également de l'absence totale de communication avec le métier. C'est peut-être un des éléments de réponse à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que le danger est passé? J'ai l'impression, moi, que le danger n'est jamais tout à fait passé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font un peu en catimini et les vieilles idées peuvent réapparaître. Bon, on a fait un point sur l'actualité. On va tirer le fil de cette actualité pour évoquer ce que j'appelle, moi, la servicialisation, c'est-à-dire la transformation progressive de votre métier en métier de service. Nous sommes avec un jeune homme qui représente les étudiants et avec Anne-Laure Coury, qui est directrice générale de la gestion des organismes de soins à la CNAM. C'est bien ça ? Je ne me suis pas trompé? À peu de choses près. Bon. À peu de choses près. Allez, vous allez corriger vous-même. Comment ce mouvement est engagé? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon vous, que le professionnel de santé réapparaît devant le commerçant? Ou quand on parle du pharmacien, qui a d'abord le professionnel de santé et ensuite le commerçant? C'est tout à fait ça. Donc moi, je représente l'assurance maladie. Et vous savez, l'assurance maladie négocie très régulièrement avec votre profession, vos syndicats représentatifs. Et maintenant, on associe à ces négociations les jeunes pour qu'ils puissent bien sûr aussi observer et faire valoir la manière dont ils voient l'avenir de la profession. On leur posera la question juste après. Donc nous, on négocie régulièrement avec vous pour faire évoluer le métier. Parce que c'est les avenants, ce qu'on appelle les avenants conventionnels, c'est la convention qui fixe la route pluriannuelle, qui fixe la stratégie partagée avec vos représentants. Alors des fois, il y a des nuances, tous les avenants ne sont pas signés par l'ensemble des syndicats, mais voilà, qui fixe quand même la voie sur laquelle on s'engage dans le temps pour faire évoluer votre profession. Et qu'est-ce qu'on veut effectivement? On veut que la profession... le métier de pharmacien soit vraiment revienne à son fondement d'expert de référence du médicament et aussi d'acteurs de proximité essentiels. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les 22 000 pharmacies présentes sur l'ensemble du territoire. Le pharmacien, c'est cet expert de référence, c'est cet acteur de proximité sur les territoires. C'est celui qui va être un acteur majeur en matière de prévention et d'accompagnement des patients dans leur parcours. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Et comment est-ce qu'on y travaille? On y travaille notamment depuis la nouvelle convention qui a été signée en 2012, en essayant de modifier le mode de rémunération pour que le mode de rémunération tienne compte, corresponde à ce qu'on souhaite faire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se bâtit dans le temps. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas changer un modèle de rémunération en 2 temps, 3 mouvements. D'abord, ça a des évolutions très importantes pour chacun des professionnels. Donc, bien sûr, il faut préserver les équilibres économiques. Et puis, il y a aussi des questions de système d'information. Il y a aussi des questions d'appropriation des nouvelles missions.
on va sûrement en parler avec les autres membres de la table ronde, mais on voit bien que sur certains, on a négocié tout un ensemble de nouvelles missions. Hein. Vous avez vu ces derniers temps, la profession est fortement valorisée et fait beaucoup de choses nouvelles. Hein. On lui reconnaît plein de nouvelles missions sur la vaccination, les TROD, la télémédecine, maintenant la chimiothérapie orale, enfin une grande diversité de nouvelles missions. Et maintenant, l'enjeu, c'est que vous appropriez ces nouvelles missions aussi, et que vraiment vous puissiez, on voit que sur les accompagnements, les bilans de médication notamment, ça a été un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que là, on y a retravaillé avec les syndicats pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux. Mais après, il faut que vous saisissiez de ces nouvelles missions. Quel est, selon vous, de votre point de vue, quel est le rôle des pharmaciens qui sont là aujourd'hui? Quel rôle peuvent-ils jouer dans la transition? Est-ce que ça jouera sur l'effet de rapidité du taux de changement? Est-ce qu'il y a encore peut-être des incompréhensions entre vous qu'il faudrait lever? J'aimerais avoir votre point de vue. Sur les nouvelles missions, je ne pense pas, enfin vous allez confirmer ou pas, qu'il y ait de vision... de malentendu. Globalement, de malentendu. Voilà. Après, on discute, il y a des choses sur lesquelles il peut y avoir des sujets, mais je pense que sur la trajectoire, c'est-à-dire ce nouveau métier, je pense qu'on partage l'ensemble de ce qu'il faut faire. Après, on voit bien que quand on fait des nouvelles missions, on va reparler encore une fois du bilan de médication, on avance en marchant aussi. C'est-à-dire que quand on a signé les premiers accords sur le bilan de médication, on avait ciblé un certain type de population, on avait convenu qu'on rémunérait ça dans le type d'une ROSP, c'est-à-dire une fois par an, au bout d'un moment, puis on s'est rendu compte qu'en fait, les pharmacies, elles n'arrivaient pas à s'emparer de ça, sans doute parce que c'était trop compliqué. Voilà. Donc là, on est en train, avec vos syndicats, de revoir la manière dont on va les payer. Donc on va faire quelque chose... Oui, un paiement une fois par an, c'est peut-être très lointain. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ça dépend en fait du type de mission, mais on se rend compte sur le bilan de médication, c'était trop compliqué et que par ailleurs, il y avait certainement un besoin de clarifier les critères d'âge des patients. Là, il y avait des critères sur lesquels ça sortait pas de nulle part, hein, ça sortait de discussions avec la HAS aussi, il faut bien s'en souvenir, mais c'est vrai que visiblement on voit que après c'est ça qui est intéressant, l'outil conventionnel il avance avec vous, c'est-à-dire qu'il se rend compte des difficultés et en fonction de ce que vous faites remonter, nous derrière on fait évoluer avec vos représentants les modalités pour essayer de les adapter. Et donc sur le bilan de médication en particulier, on va faire maintenant un financement à l'acte, donc on va vous payer au fur et à mesure. Et on espère aussi que la simplification des critères d'âge, ça facilitera les choses. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on a signé, alors cette fois-ci avec l'USPO, pas avec la FSPF, mais qui reviendra peut-être sur le sujet, sur le fait de faire aussi que les bilans de médication puissent les faire de manière adaptée dans les EHPAD. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler parce qu'on pense que c'est un enjeu, mais sur lequel il faut qu'on travaille de manière spécifique. Voilà. C'est juste un exemple de la manière dont on avance avec vous, en fait. Hein. Nous, par contre, le schéma, ce qu'on veut, c'est-à-dire le pharmacien, un professionnel de santé essentiel sur le territoire, l'acteur de proximité qui fait de la prévention, de l'accompagnement, je pense que ça, c'est vraiment la voie sur laquelle on veut aller. Gauthier, quand tu auras l'âge de ces messieurs, il y aura en France 33% de la population qui aura plus de 60 ans. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Ça signifie que ce que je viens d'entendre là, sur le vieillissement de la population, le nombre de personnes de plus de 75 ans va doubler en 2050 et le nombre de personnes de plus de 85 ans va quadrupler à partir de 2050. Ça signifie que ce que vous êtes en train de construire là, ce sera probablement une partie de ton activité. Comment, au titre des étudiants, tu perçois l'évolution du métier? Est-ce que ça correspond d'ailleurs au métier que tu veux faire? Écoutez, rapidement, c'est vrai que nous, on la voit et on la salue, cette cohérence qu'on peut avoir au niveau de l'évolution du métier. Je parle bien d'une évolution et pas forcément d'une transformation. Parce que le métier de pharmacien d'officine a toujours été ce qu'il était. La formation a évolué, les missions ont évolué, mais la place du pharmacien auprès de ses patients n'a jamais changé. Et il est question aussi d'arriver à valoriser des compétences et à mettre en application des compétences que le pharmacien il a, justement. Et cette cohérence, on l'a justement de par ce travail qu'on peut avoir qui est collégial, avec des idées et des points de vue qui sont acceptés de tous. L'exemple de la ROSP est très bon. Justement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. On arrive à modifier et on a cette flexibilité aussi dans l'appropriation des nouvelles missions par les pharmaciens. Nous, clairement, c'est vrai que depuis, on va dire, 3 ans,
on voit aussi qu'il y a un renouveau, un engouement pour la filière officine dans les facultés, parce que ce métier maintenant donne envie. Et il y a aussi, je parle vraiment de cette valorisation justement de l'acte officinal et de la profession de pharmacien, parce que on est fiers au final d'avoir cette ambivalence entre le chef d'entreprise et le professionnel de santé, et de mettre en avant vraiment le côté professionnel de santé et être extrêmement polyvalent, que ce soit sur les missions, que ce soit sur l'accueil du patient, et même tout simplement sur la compétence même du pharmacien. C'est vrai qu'on parle énormément du pharmacien comme expert du médicament, mais il est aussi expert de l'écoute et de l'orientation du patient quand il vient à la pharmacie. Bien et ça, sûr. c'est quelque chose d'absolument essentiel au final pour un patient, d'avoir cette écoute. Et on est extrêmement fiers de pouvoir valoriser ça, que ce soit par les nouvelles missions ou tout simplement par aussi de la sensibilisation de la santé publique, d'arriver à essayer de sensibiliser les patients qui ne soit connaissent pas, soit ont peut-être des a priori sur certaines thématiques. On parle beaucoup du cancer colorectal, où le dépistage, il y a énormément de progrès à faire encore en pharmacie, sur la sensibilisation aux patients par rapport à ça, pour justement éviter de futurs problèmes. Et vraiment cette place est revisitée. De façon générale, la médecine française a beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la prévention. C'est une médecine de réparation, c'est pas une médecine de prévention. Et là, vous avez effectivement un vrai argument à faire valoir, parce que vous êtes... Moi, j'utilise le terme post-avancé. Peut-être que c'est pas le bon, mais en tout cas, c'est une espèce d'avant-garde en matière de prévention. Et l'enjeu, c'est de montrer à la nation que votre action peut réduire le coût des dépenses de santé. Les dépenses de santé en France, c'est 240 milliards d'euros chaque année. C'est considérable quand même. Il y a autour de 190 remboursés par la sécurité sociale. Et la part de la réparation est la part essentielle dans les dépenses de santé en France. Philippe. Alors, un truc vraiment important, c'est l'appropriation par les patients de ce nouveau rôle du pharmacien. Ah oui, alors comment faire pour leur dire? Il y a eu un T0. Ouais. Il y a eu un T0, et vraiment une date clé, en octobre 2019, la vaccination antigrippale. Cette nouvelle mission-là, pour la première fois, les patients ont demandé aux pharmaciens, c'est en aucun cas les pharmaciens qui ont proposé aux patients de faire l'acte vaccinal. C'est vraiment les patients qui ont demandé. 2,5 millions de Français. 2,5 millions de Français ont été vaccinés par leurs pharmaciens l'année dernière, donc dans cette campagne-là. Ça a fait augmenter le taux de couverture vaccinale de la population cible. On a retrouvé le chemin de la croissance et de la confiance dans la vaccination. C'est vraiment, pour moi, l'aspect essentiel de cette transformation. Et cette transformation, qui a cette gare d'arrivée, je viens de parler de la gare d'arrivée, elle a eu ce point de départ dans la loi, dans HPST, avec les missions du pharmacien inscrites, et dans la Convention de 2012. Si on n'avait pas transformé la rémunération en passant d'un système de marge commerciale à un système d'honoraires payés par l'assurance maladie directement aux professionnels de santé, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu la possibilité d'avoir l'acte de vaccination, et il n'y aurait pas eu cette appropriation par les patients. Alors, mais le patient, il n'est pas nécessairement informé des relations administratives entre le métier et l'assurance maladie. Comment les patients ont-ils découvert progressivement qu'ils pouvaient aller se faire vacciner dans les pharmacies d'officine? Est-ce que c'est votre communication? Est-ce que c'est l'écho de la société? Est-ce que c'est notre rôle de journaliste d'ailleurs? Enfin, il n'y a pas eu d'immense campagne dans ce domaine. Et pourtant, Gilles, aujourd'hui, si j'en crois les chiffres de Philippe, c'est massif. Franchement, vous avez fait le job. Parce que quand on a signé cet accord... Pour une fois. Après 2 ans d'expérimentation dans 4 régions, 2 régions puis 4 régions, quand on a généralisé, au mois de septembre, il y a eu une énorme communication de la part de l'ensemble des acteurs, à la fois du monde de la santé et des médias. Et d'ailleurs, les patients sont venus naturellement à la pharmacie. Est-ce que vous pouvez me vacciner? Et donc ça a bien marché parce que ça correspondait à un service qui était utile pour la prévention et pour les patients. Oui, puis clairement, enfin, il est dans la valeur perçue par la patientèle, il est bien délimité. Oui. Je viens, je me fais vacciner, je repars. C'est plus un bilan ou de la prévention, c'est une action un peu plus floue, voilà, si je puis dire. Et d'ailleurs, les résultats sont très bons, puisqu'on a augmenté de 8,1% le nombre de patients vaccinés par rapport à l'année dernière.
Par contre, la population qu'on n'a pas pu vacciner, les bien portants, qui ne sont pas âgés, ceux-là, ils viennent à la pharmacie, ils veulent se faire vacciner. On leur a dit non. Le bilan, moins 3,6%. Donc on voit bien que quand le pharmacien vaccine, la prévention progresse. Quand le pharmacien ne vaccine pas, la prévention régresse. Et donc il faut qu'on élargisse à tous les adultes pour la grippe, mais également que l'on commence déjà avec l'HAS à travailler sur le respect du calendrier vaccinal. Avec qui? Avec la Haute Autorité de Santé, sur le respect de tout le calendrier vaccinal. Parce que si on veut gagner le champ de la vaccination, eh bien, on doit solliciter tous les acteurs qui peuvent injecter, vacciner, renouveler, faire du rappel de vaccination. Et donc, ça va être le travail que l'on va mener avec les pouvoirs publics pour élargir sur les vaccins qui sont dans le calendrier. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand on négocie avec l'assurance maladie, on négocie pas des avenants qui se rajoutent les uns aux autres. On négocie une stratégie. Et cette stratégie, on l'a mise en place en juillet 2017, où on a fait une vraie réforme du mode de rémunération. L'ancienne, elle était à la boîte, donc elle n'était pas du tout adaptée, parce que ça veut dire que si je suis payé à la boîte, je reste un commerçant. Et plus je vends de boîtes, plus je gagne de l'argent. Donc c'est pas un professionnel de santé, ça. Celle de 2017... Et c'est bon, c'est pas bon pour l'assurance maladie non plus. C'est bon pour personne. Et en termes d'image, c'est nul. Nul. Donc là, on fait l'inverse. On dit, on va être rémunéré sur un acte de dispensation, quel que soit le volume, et quel que soit le prix du médicament. Et donc là, on est sur une stratégie d'acte liée à je valide une ordonnance et je me désensibilise à la fois du prix des médicaments et à la fois des volumes. Ça, c'est une vraie réforme. Et on est en train de la réussir parce qu'on a eu un climat de confiance avec l'assurance maladie et on a dit qu'entre 2018, 2019, 2020, les 3 étapes de cette réforme, eh bien, l'assurance maladie injectait de l'argent pour réussir cette réforme en prenant des garanties qu'il y ait 0 perdant lié à cette réforme. C'est la première fois qu'on réussit à faire ça, et on est en train de le réussir. Donc, on est en train de continuer. D'ailleurs, avec l'assurance maladie, elle a réinjecté 80 millions de plus dans la boucle, là, en novembre, pour justement continuer à réussir cette réforme. Donc là, on est sur quelque chose qui est un climat de confiance avec un objectif qui est lequel? Comment je réponds aux besoins des patients? Vieillissement, pathologie chronique, sortie hospitalière, prévention, dépistage. Alors, oui, Anne-Laure Coury. Oui, est-ce que... Allez-y, je vous en prie. Puis est-ce que ça fait faire des économies, tout ça? Il y a toujours un peu... Non, mais l'objet, c'est pas de faire des... Ah, j'ai dit un gros mot. Non, mais là, pour une fois, ça va vous intéresser. L'objet, là, c'est des réformes qu'on accompagne financièrement, hein, effectivement, parce que c'est un changement de structure très profond dans le mode d'économie de l'officine. Donc, ça s'accompagne. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a commencé dès 2012 et en 2017, on a convenu avec, là la FSPF n'a pas signé, mais avec l'USPO, le fait qu'on injectait 280 millions d'euros à l'époque dans la réforme pour l'accompagner, pour faciliter les choses, parce que sinon effectivement on aurait eu des effets sur certaines officines qui auraient été trop forts et qui auraient conduit à des difficultés. Voilà. Ça, cet investissement, il est commun avec l'assurance maladie complémentaire, hein, bien sûr. Donc, nous, on accompagne. Après, bien sûr, on cherche à faire en sorte que les choses se passent au mieux. Voilà. Mais ce n'est pas une économie qu'on cherche. C'est vraiment un accompagnement par le mode de rémunération, du métier, de la manière dont vous devez exercer le métier. Okay. Mais pas les deux. Le débat autour des dépenses de santé n'est pas connecté à cette transformation. On ne cherche pas une économie dans le sujet. On cherche à faire, bien sûr, on cherche à tenir dans une enveloppe. C'est pour ça qu'on a signé en décembre un accord avec l'USPO, parce qu'on voyait qu'on allait au-delà de ce qu'on avait convenu en 2017, donc au-delà de 280 millions d'euros. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment vous positionner, vous, comme acteur de terrain, de proximité essentielle, et à financer les bonnes missions qui vous permettent de répondre aux besoins de la population. C'est ça qu'on cherche à faire. Et juste, je voulais compléter parce qu'on a parlé des missions négociées par avenant, mais il y a d'autres missions encore qui sont issues de la loi, notamment, par exemple, les protocoles qui sont en train d'être visés par l'HAS. Et vous savez que les pharmaciens vont se voir bientôt reconnaître de nouvelles missions. C'est-à-dire quand ils seront en lien avec des MSP, des maisons de santé pluriprofessionnelles, ou en lien avec des centres de santé, ils pourront notamment
délivrer directement certains médicaments pour la cystite, pour la rhinite, pour la rhinite allergique, etc. Et donc là, sans passage par le médecin référent. Il y a aussi... ça, c'est une mesure d'économie. Enfin, pour moi, c'est une mesure d'économie. Ça évite... Je vais vous dire, nous, on ne la voit pas comme ça. On la voit comme un accès facilité. C'est une mesure d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une des réponses au fait qu'effectivement, on est dans une situation de crise démographique aussi pendant les prochaines années avec les médecins. Et donc, aujourd'hui, il faut répondre à ce besoin d'accès dans des situations, bien sûr, qui sont encadrés parce qu'il faut que la prise en charge soit de bonne qualité, il faut qu'on encadre la manière dont le pharmacien... Alors, c'est pas que le pharmacien, parce que d'autres protocoles concernent les kinés ou les infirmières, etc. Mais c'est comment on organise le retour d'informations après avec le médecin traitant, ce genre de choses. Mais c'est plutôt des mesures... Vous voyez, c'est vraiment plutôt l'accès aux soins là qu'on cherche à faire. Hein. C'est le TROD, la VAG, c'est la vaccination... c'est vraiment des choses où on facilite l'accès aux soins. Plus que la recherche d'économie, très franchement. Mais ça viendra peut-être après, en tout cas. Oui, c'est vrai, s'adapter à la géographie, à l'évolution de la démographie, à l'aménagement de l'espace, y compris de l'espace de santé. Mais ça doit avoir aussi à terme, et c'est plutôt un bonus pour moi, hein, je ne le perçois pas comme un objectif central, ça doit avoir pour objectif la maîtrise des dépenses de santé dans un pays où la dépense de santé est observée, perçue comme un problème politique. Oui, alors après, il y a les sujets de maîtrise des santé de manière... Moi, je suis assurance maladie, je ne vais pas vous dire le contraire. Ben voilà, mais sur ce type-là d'action... J'entends, c'est un peu Alors, donc, une remarque, parce que je suis obligé de réagir sur l'économie, malgré tout. D'abord, sur la stratégie. La stratégie de 2012 et de 2017 est la même. C'est une continuité. Tu l'as signé, la convention de 2012, Gilles. Donc, la convention de... 2012, tu as signé. 2012, tu as signé. Donc, tu l'as repris. L'un après l'autre. Reprenons sur le thème. Donc, la stratégie de l'avenant 11, qui a été signée en 2017, va dans le bon sens. Ça va dans le sens professionnel. Le problème que nous avons, et le seul problème que nous avons, c'est que, contrairement à ce que prétendent les deux signataires de l'avenant, le compte n'y est pas pour les pharmaciens en termes budgétaires. Parce que certes, l'assurance maladie a mis au pot une somme de 280 millions d'euros, c'est exact, mais c'est notre argent. C'est-à-dire que parallèlement de ça, et l'assurance maladie dit c'est pas moi, parallèlement, le gouvernement chaque année fait des PLFSS qui enlèvent 60 à 100 millions d'euros au réseau des pharmaciens. Donc ils nous ont rendu une partie de notre argent. Donc moi je considère que le compte n'y est pas. Pas de problème stratégique, pas de problème philosophique, pas de problème pour avancer dans le sens professionnel de santé. On est signataire de l'ensemble des avenants professionnels. Un problème économique, le compte n'y est pas. Juste par rapport à ça, moi je ne vais pas polémiquer parce que ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire simplement, l'assurance maladie ou les pouvoirs publics, il y a 10 ans, avaient une vision de la pharmacie qui était une vision d'un poste qui coûtait de l'argent. Et donc en gros, on faisait des économies sur les pharmaciens et on fait des économies sur les médicaments. Là, depuis 2017, la stratégie a complètement changé. Comment je compte sur ce réseau de professionnels qui a la confiance des patients pour aller vers le bon usage des médicaments, pour éviter qu'on ait des dépenses non justifiées. Et je fais confiance aux pharmaciens pour ça. C'est là qu'il y a le changement avec ce gouvernement et avec l'assurance maladie. Et ça, c'est stratégique. C'est-à-dire, et pour réussir ça, on ne peut pas être payé à la boîte. Parce que si tu es payé à la boîte, comment tu peux être dans le bon usage ? Le paiement à la dispensation présente un caractère un peu soviétique. C'est-à-dire que c'est très administratif. Oui, c'est très soviétique en ce sens où c'est... parce que c'est très procéduré, c'est très administratif. Plus vous en vendez, plus vous êtes payé. Et c'est évidemment très incitatif. D'abord, c'est très inflationniste pour un économiste. Et puis, c'est pas très intelligent dans un univers où on vend plus du service et de l'orientation que des boîtes et des molécules, même si elles ont leur place. Et on va très loin, puisque une partie des services comme la vaccination, les entretiens, les bilans de médication, on les a mis à TVA 0. Donc on sort du commerce de plus en plus. Et le dernier avenant que l'on a signé, l'avenant numéro 20, avec l'assurance maladie, on a un accord. Moins on dispense,
et on se partage les économies. C'est encore un pas supplémentaire qu'on est en train de faire. Alors, il faut qu'on garde un petit peu de temps pour évoquer les sujets que nous avions prévu d'évoquer. Ouais, Gauthier, peut-être un mot. C'était une réaction plus par rapport justement au volet législatif des nouvelles missions dont la dispensation sous protocole. C'est vrai que nous, on a salué et soutenu énormément cette démarche qui vise tout simplement à simplifier un soin de qualité. De garder cette qualité pour le patient, cette sécurité tout simplement d'accès aux soins, mais de le simplifier aujourd'hui où il n'a pas forcément accès à ce soin. Par contre, actuellement, pour nuancer ce propos, on se heurte quand même à des protocoles qui ne sont pas forcément proches de la réalité. C'est-à-dire que la Haute Autorité Santé a pu délivrer des protocoles qui ne seront pas forcément applicables en l'état par les pharmacies. Honnêtement, je crois qu'au niveau des protocoles de coopération, ça concernera 1% des pharmaciens sur la possibilité de faire la dispensation de ce protocole. Outre ça, il y a une condition qui est d'être dans un exercice coordonné qui aujourd'hui n'est pas forcément mis en place. Donc ça va poser un souci et je pense qu'on va devoir anticiper aussi le fait qu'on a un risque d'avoir des soins à deux vitesses et des pharmacies à deux vitesses. Et est-ce que c'est acceptable ou pas? Ça, c'est un sujet qui est presque sociétal au final. Est-ce que c'est acceptable ou pas que dans un territoire, les patients aient cette possibilité d'accès aux soins et dans un autre territoire, ils ne l'aient pas? Et qu'on n'ait pas forcément de solution à cet accès aux soins. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement vaste. On a besoin de quand même prendre du recul par rapport à ça, mais aujourd'hui, les protocoles, ils permettent pas forcément... tout simplement un acte de. Mais est-ce que ça doit être un frein? Est-ce que ça doit être considéré comme un frein? J'en suis pas sûr. Enfin, l'Allemagne est un pays fédéral avec des règles locales. C'est pourtant une grande démocratie. C'est pas contradictoire. Est-ce que le fait de s'adapter au territoire, c'est pas plutôt un avantage qu'autre chose? Absolument pas. Ce que je souhaite dire, c'est que là, aujourd'hui, ça ne correspond pas forcément à la volonté de la dispensation en tant que telle. Il y a même eu une notion d'arrêt de travail pour le pharmacien qui puisse faire pour le patient. Ce n'est pas forcément le bienvenu et ce n'est pas forcément ce que souhaitent en tout cas les étudiants en pharmacie pour la suite en tout cas de cette nouvelle mission. Ouais. Pour la faire courte, pour que nos confrères comprennent, la dispensation de la phosphomycine pour la cystite pour la femme, ce ne sera pas au mois d'avril 2020, contrairement à ce qu'a dit la ministre. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc ce sera ce qui est en cours est un premier pas. Il faut cranter, il faut aller par pas. Construire progressivement. Mais il n'y aura qu'une seule pharmacie en France qui pourra le faire. Une pharmacie sur 22 000. 21 000 d'ailleurs, maintenant il y en a. Voilà. Une seule pharmacie en France pourra faire ce protocole. Donc ça veut dire que, je vous le dis, pour nous, ce n'est pas satisfaisant, mais on va le prendre positivement. On va se dire que ça va nous permettre comme un élément d'étape. De faire un élément d'étape qui va nous permettre de cranter. Parfait. Alors, il y a 2 ou 3 sujets que j'aimerais qu'on évoque aussi, qui sont un peu de la cuisine interne aux pharmacies d'officine. Comment vous évangélisez vos collaborateurs pour cette, pour cette transition? Quel rôle, je vous demanderai, Anne-Laure, quel rôle ils peuvent jouer? Enfin, c'est un peu un changement de paradigme quand même. C'est l'accompagnement au changement que l'on rencontre dans toutes les entreprises, mais dans toutes les sociétés. Mais c'est un peu une tarte à la crème, l'accompagnement au changement, parce que tout le monde en parle. Sauf qu'on a une chance. C'est que dans la pharmacie, dans le monde de la pharmacie, il y a l'ordre, les syndicats, les groupements et les étudiants. Et que tout le monde est rassemblé autour de cette évolution et de ce challenge de l'évolution du projet. Et que nos corps intermédiaires sont des corps intermédiaires qui fonctionnent bien, avec des relais très très importants. Et quand on a la confiance avec l'assurance maladie sur ces projets, et une confiance à long terme, c'est-à-dire pas un one-shot, qu'on a un signal très clair de la part du gouvernement, même si de temps en temps, avec le e-commerce, le message a été brouillé, mais qu'il est en train de se rétablir, et que l'on voit que de toute manière, l'ancien modèle économique est un modèle économique qui ne peut plus fonctionner et qu'il faut en inventer un autre, eh bien on a tous les ingrédients pour réussir. Alors ça prend des fois un petit peu de temps, il y a parfois des irritants, mais franchement,
Moi, je vois la réactivité de notre profession sur l'intégration de la e-pharmacie, sur l'intégration du nouveau mode de rémunération qui ne pose plus aucun problème, l'intégration des nouveaux services avec la vaccination et demain les tests rapides d'orientation diagnostique pour l'angine. On va avoir du succès. Donc de toute manière, cette profession... Mais Gilles, je précise ma question. Est-ce que ça a changé la distribution des rôles dans l'officine entre toi, par exemple, et tes collaborateurs? Je te donne la parole juste après. Il faut rééquilibrer ça. C'est-à-dire que tous les métiers évoluent et donc toute l'organisation au sein des entreprises est obligée d'évoluer. Et le rôle de chacun doit être d'optimiser son temps pharmaceutique, de voir comment on délègue auprès des préparateurs qui sont aussi des diplômés et qui sont dans un espace réglementé de la pharmacie, comment on gère le back-office et qu'on se dégage de toutes ces tâches administratives qui sont coûteuses et qui ne rapportent rien, pour mettre du temps pharmaceutique à la disposition des patients. Philippe. Un point supplémentaire pour comprendre pourquoi, en faisant ça, tout le monde opère dans pharmacie française de la même manière, c'est les systèmes d'information, l'informatique. Nous sommes une profession puissamment informatisée. Nous avons les 22 000 pharmaciens sont équipés d'informatique qui sont normalisés. L'assurance maladie va vous expliquer comment dans une minute. Mais la puissance de cet outil-là permet une normalisation très rapide des process. Sur les honoraires, par exemple, pour citer cet exemple-là, de changement de marge à d'honoraires, du jour au lendemain, les 21 000 pharmacies ont changé leur mode de travail du jour au lendemain avec une acculturation qui a été faite par ce biais-là. Donc l'informatique en pharmacie est une puissance très forte et un outil de normalisation très puissant. Anne-Laure Khoury. Oui, tout à fait. Vous savez que nous, on a des relations avec les éditeurs, d'ailleurs, qui sont présents là, les éditeurs de vos logiciels. Et effectivement, on édite très régulièrement ce qu'on appelle des cahiers des charges Sisam Vital. Bon, voilà, qu'après, ils intègrent, bien sûr, dans vos officines. Et donc, effectivement, c'est un puissant moyen d'évolution. Après, quand même... Au-delà de cette question sur les rémunérations, c'est vrai qu'on a pu avancer très vite. On voit quand même que sur certaines missions, les accompagnements notamment, les bilans de médication, et j'espère demain la chimiothérapie orale, puisqu'on est en bonne voie pour signer un accord ensemble, et bien ça quand même nécessite du temps. Et donc là, ça nécessite quand même que la profession, parce que c'est vraiment une nouvelle mission. Et c'est vrai que sur les accompagnements aussi, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer dans le temps. Pareil, parce qu'au début, ils étaient peut-être sur les accompagnements AOD, AVCAS, mais c'était peut-être trop compliqué aussi à mener dans la conception. Donc voilà, là-dessus, par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on espère que vous allez prendre et pouvoir développer. La chimiothérapie orale, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, on a à peu près 500 000 patients qui sont concernés par ce sujet. On voit que pour 75% de ces patients, ils sont fidèles à une seule pharmacie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir concerner toutes les pharmacies. Et l'accompagnement que vous allez pouvoir faire là-dessus, je pense que c'est quelque chose de très important. Sur le bilan de médication, on voit que seulement 15% des pharmacies sont emparées du sujet. Donc on va là, quand même... il faut, voilà. Donc il y a différents types d'accompagnement. Je voudrais dire que nous, Assurance Maladie, par ailleurs, on a des moyens de communication assez puissants quand même vis-à-vis des assurés et de la profession pour bien sûr informer, tenir au courant, etc. de ce qui se passe. Oui, Gilles Bonnefond. Oui. Moi, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui sont dans le salon. Oui, manifestement. Voilà. Et moi, je leur lance un appel. Alors, ils consomment beaucoup de temps pour la gestion du tiers payant. Et c'est important que cette fluidité entre les organismes payeurs et le pharmacien se passe bien. Mais maintenant, on a besoin d'eux pour l'évolution du métier. Non, parce que, oui, on vous a reproché d'être un peu des distributeurs. Il ne faudrait pas que vous deveniez des comptables. Exactement. Et on a besoin, sur un suivi patient, on a dans notre logiciel la fiche patient, avec tout ce qu'il a utilisé comme médicament et tous ses passages. Si on veut faire des entretiens pharmaceutiques qui vont s'étaler sur plusieurs mois, on a besoin de tenir un calendrier. On a besoin d'enregistrer l'échange qu'on a eu avec le patient. On a besoin de communiquer avec l'hôpital le bilan de médication que l'on a fait à la pharmacie. On a besoin d'avoir un accès rapide à travers notre logiciel et pas être obligé de greffer des applications qui sont toujours un petit peu compliquées pour faire évoluer notre métier. Donc l'appel que je lance aux éditeurs de logiciels aujourd'hui, c'est il faut que vous nous aidiez aussi
à nous accompagner dans ce changement, parce que l'outil informatique est extrêmement important et structurant dans la façon dont on travaille. C'est capital. C'est absolument capital. Est-ce que... Oui. Oui, juste un point sur cette question, puisqu'on parle des éditeurs, j'en profite. Les éditeurs vont jouer un rôle tout à fait crucial avec ceux des éditeurs médecins sur la e-prescription. Ouais. C'est un des enjeux, tout à l'heure Philippe Bessé le mentionnait, c'est un des enjeux sur lesquels on est en train de travailler, nous, Assurance Maladie, parce que c'est un enjeu de coordination. Qu'est-ce qui va se passer? On est en train de travailler avec la profession, donc les pharmaciens et les médecins, pour que le médecin, au moment où il fait sa prescription, elle soit enregistrée de manière anonymisée, d'ailleurs, dans une base, qui va être utilisée après par vous lorsque le patient arrivera avec sa prescription pour récupérer électroniquement la prescription et pour la dispenser. Et grâce à ça, le médecin aura une information vraiment dans son logiciel, donc de manière extrêmement simple, vraiment intégrée à sa pratique, qui lui permettra de savoir ligne par ligne, finalement, ce qu'est devenu sa prescription. Et on voit bien... Si elle a été achetée. Si elle a été dispensée et comment elle a été dispensée. Voilà, parce que... consommer, c'est autre chose. Ah bah moi, oui, on n'est pas encore... on n'y arrive pas chez le patient, en train de regarder ce qu'il fait au quotidien. Mais là, par contre, et c'est une information importante pour le médecin, il va... vraiment, tout le but du jeu, c'est que pour que la e-prescription marche, il faut que ça soit quelque chose d'intégré à la pratique. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit facile et utile au médecin, c'est-à-dire sans qu'il sorte de son dossier patient, etc. Et il faut que de votre côté, ça soit complètement intégré à votre outil métier. Donc c'est quelque chose qu'on travaille avec les éditeurs. C'est pour ça qu'on expérimente sur le sujet assez longuement, pour voir comment... ça va pouvoir et là, le rôle, bien sûr, de la profession va être très important. Alors, il nous reste assez peu de temps. Il y a 2-3 sujets que je voudrais vraiment qu'on traite. Cette transformation-là, est-ce qu'elle concerne tous les pharmaciens? Ou si je pose la question différemment, est-ce qu'il y a une pharmacie type, dans un territoire type, qui est capable de la mettre en œuvre plus facilement? Autrement dit, est-ce que ça concerne la pharmacie moyenne que vous évaluez à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, qui est quelque part dans une zone de chalandise standard? Est-ce que la très grosse pharmacie, qui est une pharmacie discount, d'ailleurs la plupart du temps, qui vend un peu plus de produits amincissants ou de crème solaire que de molécules médicales, et y est éligible aussi? Comment vous voyez la géographie, l'évolution de la géographie des officines autour de ces nouvelles missions? Alors, Philippe Besset. Un premier point, j'ai regardé avant de venir, parce que j'étais pas sûr, le code de la santé publique sur les missions du pharmacien. J'ai pas vu la vente de produits amincissants dans les missions de l'article qui définit les missions de santé publique du pharmacien. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas autorisés à le faire. Oui. Ça veut dire que ce ne sont pas les missions qui nous sont confiées par les autorités de santé. Oui. Donc ça veut dire que l'orientation du métier doit être pour l'ensemble des officines. Il n'est pas question de créer de réseau de vitesse. Il est question que l'ensemble des officines s'approprient ce rôle qui est celui que tout le monde souhaite, les patients, les autorités de santé et les représentants de la profession, pour les pharmaciens. Alors après, la question n'est pas les grosses officines, parce que j'imagine que si elles sont importantes, elles auront les moyens de faire également cette partie du travail. La question Est-ce qu'elles en auront envie, Philippe? C'est la question. Est-ce que c'est leur intérêt économique? Si elles n'en ont pas envie, ça pose un problème ça pose un problème. Si elles en ont envie, et je pense que beaucoup en ont envie, eh bien, elles en auront les moyens. Si elles n'en ont pas envie, ça pose un problème par rapport à la légitimité du fait qu'elles arborent la croix verte. Je vais prendre un exemple simple. Je ne connais pas personnellement les propriétaires d'une des plus grandes pharmacies de France qui se trouve rue de Sèvres. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il m'arrive d'y acheter à titre personnel des brossettes interdentaires. Et je vois qu'on y distribue beaucoup plus de produits de soins ou de produits de parapharmacie que de la pharmacie S-qualité. Donc, si tu veux, c'est son modèle économique. Cette pharmacie-là, avec... Mais il y en a d'autres, cette pharmacie-là, avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, a normalement 70 pharmaciens diplômés. C'est ça. Bon. Donc, en ayant 70 pharmaciens diplômés adjoints, je ne veux pas... Enfin, je pense qu'il doit y avoir 5 minutes pour faire du temps de travail de ces 70 pharmaciens adjoints pour faire autre chose que de la vente de parapharmacie. Il me semble. Donc, ce n'est pas mon problème, ça. Mon problème,
c'est typiquement les pharmacies plutôt de petite taille, en ruralité, qu'il faudra accompagner spécifiquement parce qu'elles sont en train d'avoir des difficultés économiques majeures et qu'il faudra accompagner spécifiquement pour pouvoir dégager du temps pour les nouvelles missions. Il y a eu les assistants, je le dis aujourd'hui, tiens, ça va être aujourd'hui que je le lance. Il y a eu les assistants médicaux pour les médecins. On peut imaginer d'avoir du temps dégagé pour les pharmacies qui sont de petite taille, qui sont en difficulté, pour pouvoir faire ces nouvelles missions. Parce que le paradoxe, c'est qu'on va demander à des pharmacies dont l'équilibre financier est moyen, voire compromis par l'évolution de la démographie et des déplacements de population, on va demander à ces pharmacies l'effort de service que certaines très grosses pharmacies en ville ne voudront pas remplir ou n'ont pas l'intention de remplir parce que ça ne correspond pas à leur modèle économique. C'est un peu contre-intuitif, Gilles. Alors, ce qu'on a fait, quand on a réformé avec l'assurance maladie le mode de rémunération là, depuis 3 ans, on a fait attention à ce que toutes les pharmacies soient impactées en positif de la même manière. D'accord. Et au bilan de 2 ans, c'est positif. C'est-à-dire que les petites pharmacies ne sont pas laissées de côté par rapport à d'autres modèles économiques. Ensuite, il faut voir pourquoi certaines sont grosses. Elles sont grosses parfois parce qu'elles ne font pas de l'activité spécifique pharmacie. Mais si elles sont dans un lieu où il y a un choix de 50 pharmacies, c'est pas grave. C'est le cas. Sur celles que j'évoque autour, elles se concentrent sur les bus coréens et les bus chinois. Il y en a un petit peu moins maintenant. C'est un petit peu dommage pour eux. Mais ce n'est pas important en termes de santé publique. Après, quel est le problème des pharmacies qui sont en milieu rural? C'est ça la bonne question. Leur problème, c'est, premièrement, déserts médicaux. Quand on perd le médecin dans le village, ça devient très compliqué. Et donc tout le travail qu'on est en train de faire avec l'assurance maladie, c'est de donner à ces pharmaciens des nouvelles missions pour être beaucoup plus indépendants. Pharmacien correspondant, c'est un pharmacien qui est choisi par le patient pour l'accompagner dans sa pathologie chronique ou dans son grand âge. Donc on autorise ce pharmacien à renouveler les traitements quand le médecin n'est pas disponible ou éventuellement à adapter des posologies. Ça, c'est une véritable organisation. Quand on dit premier recours, parcours de soins, la jeune femme qui a un problème d'infection urinaire, il n'y a pas de médecin, le pharmacien ne peut pas... Eh bien, le pharmacien du village, qui s'est coordonné dans le cadre d'une communauté professionnelle territoire de santé, pourra délivrer l'antibiotique ou le traitement adapté pour cette personne. Et il sera rémunéré pour ça. Parce que derrière, ce qu'il faut mettre en place, c'est le modèle économique pour le service qui est rendu. Et pour les pharmacies rurales, comme les médecins sont moins présents, eh bien, tous ces services-là, qui sont rémunérés, vont pouvoir maintenir un équilibre économique pour ces pharmacies. Est-ce que oui. Gauthier, Association des étudiants, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non. Parce que là, on aborde Gauthier. un sujet très important qui est la place de la pharmacie sur les territoires et tout ce qu'on est en train de faire là sur l'organisation des soins primaires, des soins dans lesquels la pharmacie joue un rôle fondamental avec l'infirmier et le médecin. Donc, vous savez qu'on a signé un accord pour favoriser l'émergence de comités professionnels de territoire de santé. Les 2 syndicats, et je pense que les jeunes soutiennent fortement ce sujet. Le pharmacien, là, il joue un rôle très important. Vous savez que les CPTS, elles doivent travailler sur les soins de proximité, sur l'accès aux soins et donc sur la télémédecine notamment, où vous, maintenant, pharmacie, vous allez pouvoir être aussi rémunéré si vous offrez la possibilité aux patients de venir dans les pharmacies pour pouvoir faciliter cet accès à la téléconsultation. Donc, sur les CPTS, il y a une vraie dynamique qui est engagée. On a presque 450 projets ou même au sein, il y en a déjà des CPTS par ailleurs déjà signés. Donc il y a quelque chose, une dynamique qui est engagée. Et pour vous, pharmacie, je pense que c'est un enjeu tout à fait majeur de participer à ça. Quelle est la différence avec les maisons de santé? Il n'y a pas d'immobilier, c'est ça, non? C'est pas la même chose. La maison de santé, c'est vraiment de la prise en charge au plus près du patient. C'est de la prise en charge de proximité, avec un certain nombre de ça marche pas mal aussi, non? Il en existe, ça marche pas mal. Oui, bien sûr, ça marche pas mal aussi. La CPTS, c'est sur un territoire. C'est une logique populationnelle. Avec des missions où on essaye de mieux se coordonner entre professionnels de santé libéraux et bien sûr les établissements de santé qui sont autour pour faciliter l'accès aux soins, développer des parcours, ces besoins qui sont fondamentaux pour les Français autour de nous. Donc vous, pharmacie, vous jouez un rôle là-dessus tout à fait majeur. Et j'aimerais juste insister sur le fait que dans l'avenant 21, là, qu'on va bientôt signer, je l'espère, avec les 2 syndicats,
on en tire toutes les conséquences en termes de rémunération, là encore, puisque le gouvernement dit demain l'exercice isolé, c'est plus vraiment possible, hein, surtout à l'horizon 2022. C'est ce qu'avait dit le président de la République. Il faut qu'on soit dans un exercice coordonné. Et donc, on module maintenant les rémunérations, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait pour les médecins, on les avait fait pour les infirmiers, et c'est ce qu'on a proposé maintenant aux pharmaciens, c'est-à-dire que certains types de rémunérations seront conditionnés au fait d'être dans un exercice coordonné. Alors, et ça, par exemple, c'est le forfait structure, hein, pour les médecins. C'est le forfait équipement pour les infirmiers. Et pour les pharmaciens, c'est ce qu'on a proposé, c'est qu'à partir de 2022, une partie des ROSP, notamment la ROSP FSE, enfin des choses comme ça, soit conditionnée au fait de toucher la ROSP sur le fait d'être dans un exercice coordonné, CPTS ou équipe de soins primaires. Parce que, et ça c'est un peu aussi une manière de vous répondre, hein, quand vous disiez tout à l'heure combien de pharmacies pourront participer vraiment à des protocoles si on est dans un exercice non coordonné, sachant que c'est une des conditions, c'est aussi une logique qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on accompagne les CPTS, on accompagne les évolutions des modes de rémunération pour inciter à, et c'est dans cette logique-là qu'on se place. Mmh. Précisément, Gauthier, c'est une nouvelle façon de faire le métier. C'est un écosystème, on va vers de l'interprofessionnalité. Est-ce que c'est déjà intégré à l'enseignement de la pharmacie aujourd'hui? Il a été essayé de l'intégrer en 2010 avec la création de la PACES. La PACES, la première année commune aux études de santé. Bon, chacun a pu en entendre parler à sa manière. Elle a eu ce mérite, en tout cas, de nous rassembler, de commencer justement ce travail dès la formation. Parce que ce qui est très important dans ce que vous dites, et voilà, je rejoins ce qui a été dit dans cette nouvelle vision, tout simplement, de l'exercice qui ne peut plus se faire tout seul. On ne peut plus imaginer cela. Mais par contre, on ne peut pas non plus arriver en exercice sans jamais avoir appris à connaître l'autre, à travailler avec l'autre, et à tout simplement même savoir comment fonctionner et comment s'organiser. Et sur cette formation, aujourd'hui, on a encore des manques. Il y a quelques matières qui sont faites en commun avec les étudiants en médecine, par exemple. Mais on a besoin d'harmonisation autour de cette formation. On travaille beaucoup auprès des doyens, pour avoir cette harmonisation de la formation, notamment par rapport à la réforme de la 6e année d'études de pharmacie pour le parcours officine, où là on va vraiment essayer d'intégrer cette approche par compétences qui pourrait être partagée avec les autres étudiants et d'apporter justement cette meilleure information entre les étudiants et aussi pouvoir permettre, pourquoi pas, des terrains de stage mutualisés entre les internes en médecine générale et les étudiants en pharmacie. On peut très bien imaginer aussi des simulations de cas pratiques communs entre étudiants en médecine et étudiants en pharmacie. Et tous ces cas de simulation de pratiques vraiment concrètes doivent être vraiment valorisés et continuer. On doit continuer à pouvoir les mettre en place dans toutes les facultés de pharmacie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ce qui est on espère que ça va pouvoir évoluer dans le bon sens. C'est ce qui est un peu frustrant, Anne-Laure Coudry, c'est que vous travaillez les uns et les autres à mettre en œuvre un changement de cap, c'est ça. Hein, vous adaptez l'évolution de la géographie de l'offre médicale en France et il y a toujours, ça traîne toujours un peu quand même dans la formation, alors que c'est toi qui aura le manche dans quelques années. La formation, de toute façon, ne pourra jamais être suffisante. La formation initiale ne sera jamais suffisante, sinon la formation continue n'existerait pas. Ça, c'est un premier élément de réponse. À côté de ça, c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir on a quand même la chance d'avoir la profession qui nous accompagne aussi et qui s'intéresse justement à la formation, qui ne reste pas bloqué que sur les nouvelles missions. On travaille énormément avec les deux syndicats et je les en remercie ici aussi de pouvoir justement aborder ces questions de formation parce qu'on a besoin d'un avis de terrain aussi pour avoir les réelles attentes et les réels besoins en pharmacie pour la suite. Bon, les présidents de syndicats sont d'accord avec ça? Oui, si on veut gagner la partie, d'abord il faut rendre le métier attractif. Donc si les jeunes se détournent de ce métier de pharmacien d'officine, ça veut dire qu'on n'a pas fait le boulot. Et là, on est en train de changer avec cette vision pharmacie clinique plutôt que pharmacie commerçante. Les jeunes, ils font 6 ans d'études avec le médicament pour accompagner les patients. Donc le message devient très clair pour eux
et de travailler en coordination avec le médecin, avec l'hôpital, avec l'infirmier, puisque plus personne ne peut travailler seul, ça rend de l'attractivité au métier. Moi, je rêve, tu vois, dans une faculté de médecine ou de pharmacie, que dans le même amphi, tu aies les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, en disant, on vous forme comment on prend un patient diabétique en ville. Quel est ton boulot? Quel est le boulot du médecin? Quel est le boulot du pharmacien? Quel est le boulot de l'infirmier? Que la coordination, ce soit dans l'ADN de la formation et pas un effort supplémentaire après. En simplifiant les choses, je comprends qu'au XXe siècle, c'était des silos. Il y avait une fac de pharmacie, il y avait une fac de médecine. L'idée, là, dans tout ce que vous évoquez, c'est d'aller vers l'université de la santé, qui est une université transdisciplinaire. Elle est trans au sens propre du terme. Ça commence à exister. On a l'émergence de ce qu'on appelle les établissements publics expérimentaux qui permettent justement cette mutualisation de moyens et de formation aussi, que ce soit pour les formations médicales, paramédicales, mais aussi médico-sociales. Je pense qu'il faut commencer aussi à anticiper ce cadre-là et ne pas encore une fois, conforter dans même un corporatisme pluriprofessionnel, si je peux dire ça, et aussi intégrer les équipes et les professions médico-sociales qui, elles aussi, participent à la prise en charge du patient. Alors, pour conclure, peut-être, comment, Anne-Laure Khoury, vous voyez, vous, les prochaines étapes dans la transformation du métier? On a dit à peu près où on en était. Vous avez évoqué les freins, mais aussi les exemples de bonne gouvernance, et il y en a beaucoup, des exemples de bonne gouvernance. Si on se retrouve l'an prochain, où est-ce qu'on devrait en être? Donc l'an prochain, quand on se retrouve, c'est bien sûr, on aura fait une grosse partie de la convergence vers le nouveau modèle de rémunération. Donc on en tirera le bilan, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait convenu avec notamment l'USPO, quand on a signé l'avenant 11, et je sais que la FSPF là-dessus sera très attentive. Donc on va regarder l'impact sur l'économie officinale de ce qu'on a signé. Ce qu'on attend, c'est que vous ayez pris l'ensemble des missions qui vous sont confiées et qui sont nombreuses vraiment à bras-le-corps, et qu'effectivement c'est pu se développer dans un maximum de pharmacies, parce que c'est quelque chose qui a été conçu pour être fait pour l'ensemble de la profession. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On espère aussi que on a très peu abordé ce sujet, mais Gilles Bonnefond y a fait allusion, sur la dispensation adaptée, c'est-à-dire un nouveau modèle économique complémentaire de tout ce qu'on s'est dit, qui vise à voir comment les pharmaciens, qui déjà aujourd'hui ne dispensent pas toujours toutes les boîtes, parce que on voit que la prescription dit que c'est en fonction de la manière dont le patient perçoit ses symptômes, etc. Aujourd'hui n'est pas valorisé pour cela. Et demain, ce qu'on essaye de faire, c'est voir si on peut trouver un modèle dans lequel on intéresse la profession aux économies réalisées. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose de très pragmatique. C'est quelque chose aussi qu'on essaye de faire avec les médecins. Donc voilà, on verra si ça marche. On se donne 2 ans pour faire un état des lieux là-dessus. Et puis, je pense qu'il y aura aussi le sujet du biosimilaire. On n'en a pas tellement parlé parce que c'est quelque chose qui est porté par le gouvernement. Le gouvernement a souhaité prendre un petit peu de temps pour voir dans quelles conditions ça pouvait se faire de manière mature aussi, la substitution par le pharmacien du biosimilaire, enfin voilà, voir dans quelles conditions ça pouvait se faire. Donc là, il y a un groupe de travail qui devrait se mettre en place, qui doit se mettre en place, et donc on va voir dans quelles conditions ça va se faire. C'est les génériques dont on parle, c'est ça? C'est ça ou pas? Oui, les biosimilaires, c'est sur les les produits. Ce sont des médicaments qui sont issus par du génie biologique. Et donc, ils ne sont pas des médicaments purement chimiques. Et donc, voilà, comme ils ont cette spécificité, certains considèrent qu'ils sont biosimilaires, mais pas tout à fait similaires. C'est un petit peu curieux. Si on voit bien qu'il y a une question de l'accompagnement du patient. Là, on retombe sur une des questions qu'avait posée aussi Philippe Bessé tout à l'heure. C'est comment le patient vraiment est associé. Ça, c'est quelque chose qui est très sensible, bien sûr, pour les associations de patients. C'est si substitution il doit y avoir par le pharmacien, c'est dans quelles conditions par rapport, bien sûr, au médecin, mais aussi surtout par rapport aux patients. Voilà. L'affaire du coronavirus, là, nous oblige à nous réinterroger, d'ailleurs, sur les problématiques d'approvisionnement. Vous savez que si on a externalisé une grande partie de la fabrication des médicaments en Chine, c'est parce que
on est passé de médicaments de marque à des médicaments génériques, des marques de distributeurs, c'est des marques blanches en fait, dans lesquelles le prix évidemment est inférieur. Pour que le prix soit inférieur, il faut que le coût de production soit inférieur. C'est une des raisons pour lesquelles on a externalisé la production de ces molécules en Chine. Il faudra se réinterroger sur la logique du prix, parce que derrière la logique du prix, il y a celle de la valeur. C'est pas un produit de grande consommation. C'est pas le débat aujourd'hui, mais bon, 2021, l'année prochaine. Premier sujet, c'est il faut qu'on ait amélioré les ruptures de stock avec une véritable stratégie de réindustrialisation de l'Europe et de mise à disposition des médicaments de façon beaucoup plus fluide pour les patients que ce que cela n'est aujourd'hui. Donc là, la semaine prochaine, il y a un second comité de pilotage sur les ruptures et je vois le gouvernement extrêmement mobilisé avec le président de la République pour régler ce problème parce que c'est insupportable. Le second thème que j'aimerais voir avancer, c'est le suivi des patients chroniques et donc le diabète. Le diabète aujourd'hui est un potentiel extrêmement important avec des patients qui ne sont pas toujours stabilisés et je pense que le pharmacien pourrait apporter un service. Le troisième point, c'est la vraie simplification administrative, pas celle de la loi ASAP, mais la nôtre. Qu'on simplifie les règles de prescription pour les médecins et les règles de dispensation pour le pharmacien. C'est devenu un millefeuille où plus personne ne comprend rien et donc il faut balayer tout ça, garder ce qui est sécurisant pour le patient et ce qui est une vieille histoire administrative, la balayer. Donc, et continuer bien sûr sur la stratégie d'orientation du métier. Le métier de pharmacien, c'est l'accompagnement du patient et ce n'est pas la banalisation du médicament. Donc on reste sur cet axe avec l'évolution du mode de rémunération qui doit être dans la stratégie qu'on a mis en place depuis 3 ans. Conclusion de Philippe Besset. Oui, je vais répondre à votre question parce qu'en fait, j'espère qu'après 2021 et après le bilan, on pourra faire quelque chose de plus comme investissement pour les pharmacies et notamment les pharmacies de proximité. Mais pour répondre à la question de 2021 et pour l'année, nous, on va se concentrer sur l'application et sur le déploiement de ce que nous devons faire d'ores et déjà. Et nous avons à faire les communautés de professionnels de territoire de santé, les tests rapides d'orientation diagnostique, les bilans partagés de médication et accompagnement thérapeutique sur le cancer, nouvelles formules payées à l'acte, et la deuxième campagne de vaccination antigrippale France entière. Donc pour moi, quand on se revoit l'année prochaine, en 2021 ici, on fait le bilan de ces 4 thèmes qui sont le déploiement, un petit peu la question de tout à l'heure que vous avez posée, l'appropriation par les pharmaciens de l'ensemble de ces nouvelles missions qu'ils ont à faire aujourd'hui. Donc ça, c'est notre rôle de 2021. Et après 2021, là, l'an prochain, je vous dirai quelles sont les étapes à venir parce que nous n'aurons pas réglé le problème de l'économie en 2021. Ce sera pour l'année d'après. Gauthier, puisque vous avez le privilège de la jeunesse, on va vous laisser conclure. Est-ce que vous avez compris? Je pense que oui, parce qu'on a des échanges vivants. Vous avez compris que la capacité à changer aujourd'hui, elle est au cœur de tous les métiers, en particulier du vôtre, parce que la demande de santé, elle évolue en France, parce que notre géographie a changé, parce que les populations ne vivent plus aux mêmes endroits, parce que nous vieillissons. Au fond, regardons la démographie. Quand on regarde la démographie, quand on regarde évoluer et vieillir le pays, on comprend simultanément, concomitamment, quels sont les besoins en matière de santé. Est-ce que la génération que vous représentez est prête ? Elle le sera, je l'espère. C'est vrai qu'on a énormément de problématiques qui s'ouvrent à nous aujourd'hui, notamment la prise en charge de la personne âgée. Je pense que c'est une thématique sur laquelle on a énormément à faire, énormément à réfléchir aussi, entre tous les professionnels de santé, encore une fois, et même aussi en intégrant le territoire en général et comment arriver à s'organiser avec le territoire, avec les communes. Par rapport à ça, c'est vrai que là, pour l'instant, on a encore besoin de ces discussions, encore besoin aussi de savoir qui fait quoi et quelle est la place de chacun. Je pense, et j'ai le privilège, comme vous l'avez dit de l'âge, je vais pouvoir le dire, je pense qu'il ne faut pas que le pharmacien se considère comme forcément leader, parce qu'on est tous leaders dans une équipe professionnelle. Et la pluriprofessionnalité, pour moi, c'est d'abord justement de comprendre et d'intégrer le fait que chacun a une place et la même valeur. Et chacun a autant à apporter aux patients et est aussi fondamental et nécessaire pour cette prise en charge. Et une fois qu'on aura justement permis d'apporter, que chacun apporte en tout cas
sa plus-value pour le patient et pour la prise en charge, que ce soit sur un territoire, que ce soit en premier recours ou sur du chronique, justement, des pathologies beaucoup plus chroniques ou en EHPAD. Là, on pourra avancer et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur la bonne voie et justement, cette cohérence, elle ne s'arrêtera pas en 2020 et je pense qu'en 2021, on pourra avoir de nouveaux points d'étape. Merci, ils sont parfaits les jeunes. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce premier débat d'ouverture. Je voudrais vous dire que, un petit message personnel, je parle très souvent de santé, de médecine, de pharmacie dans mon émission qui s'appelle Périscope sur LCI. C'est chaque jour à 16h. Je sais que ce n'est pas un horaire pratique pour les pharmaciens, mais en tout cas, je veux vous dire que le groupe TF1 et LCI a un regard très particulier sur ces questions parce qu'on considère que ce n'est pas simplement des questions économiques, même si c'est aussi des questions économiques, c'est la réponse que la société doit aux citoyens du XXIe siècle. Merci et bonne journée.